C'était le générique de votre journal de l'économie jusqu'à ce jour. Eh bien, vous ne l'entendrez plus. Désormais, Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore ce soir pour ce nouveau numéro du magazine économique. Au sommaire, la rencontre de la ministre du Commerce avec les femmes commerçantes du grand marché. Elles ont été entretenues sur les bonnes pratiques pour mieux gérer les incendies dans les différents marchés. L'exercice mené par la ministre du Commerce est apprécié à plus d'un titre. Le GIABA, de son côté, met à contribution les médias pour une lutte efficace contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les professionnels des médias ont été formés sur le phénomène et la manière dont ils peuvent jouer leur partition pour son éradication. Le blanchiment de capitaux, ce mal qui gangrène les États et sape les économies. Depuis plusieurs années, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, mène une lutte farouche contre le fléau et cette fois-ci, les médias sont mis à contribution pour mettre fin à ce fléau. Sandra Aziagbi. Le blanchiment est le processus qui permet de donner une légitimité apparente à des fonds illicites. Les gains générés par des activités criminelles telles que la fraude, le vol ou le trafic de stupéfiants sont convertis en comptes bancaires, en biens immobiliers ou en produits de luxe d'apparence légale pour avoir l'air d'être le fruit d'un labeur honnête. Les délinquants peuvent ainsi s'enrichir et vivre leur vie sans attirer l'attention. De plus, ils peuvent utiliser les capitaux blanchis pour développer leur activité illégale et donc accroître leur richesse et leur influence, ce qui leur permet de corrompre les représentants du pouvoir et de l'ordre et d'acheter leur protection. Il y a beaucoup d'infractions, mais cela ne doit pas nous faire désespérer dans la mesure où la lutte est dynamique et chaque État, à sa manière, fait la transposition des mesures internationales des normes, essaie de les appliquer et c'est ensemble dans l'élan communautaire que nous allons parvenir à réduire, voire éradiquer le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les infractions financières sous-jacentes au blanchiment d'argent peuvent entraîner des problèmes économiques. Les effets sont particulièrement sensibles quand le secteur financier du pays concerné est assez modeste. Nous dépouillons nos États de ce qui devait être de manière normale. Il y a une croissance économique qui est bloquée à un moment donné et les populations ne bénéficient pas des fruits de la croissance. Aujourd'hui, nous voyons que notre espace est miné par l'insécurité. Donc, il y a une porosité de nos frontières qui font que les criminels financiers passent facilement d'un État à un autre et ça déstabilise aussi le tissu social, politique et aussi économique. Mais nous restons sur le fait que la principale conséquence, c'est la fragilisation du tissu économique et la malgouvernance. En matière de répression, les mesures de lutte contre le blanchiment permettent aux autorités non seulement de traduire les auteurs en justice, mais aussi de saisir les avoirs acquis illégalement. Le développement des activités économiques des commerçants des différents marchés est une priorité pour le chef de l'État qui met les moyens pour les accompagner. Et pour ce faire, la ministre en charge du commerce effectue une tournée pour échanger avec les commerçants sur les différentes actions en faveur de leur épanouissement et aussi les comportements à adopter pour éviter à l'avenir les incendies dans les marchés. Sandra Aziagbi. Les femmes apportent une contribution énorme à l'économie, que ce soit au sein des entreprises, dans les exploitations agricoles, comme entrepreneuses ou employées et même dans les marchés. L'investissement dans l'autonomisation économique des femmes est la voie la plus sûre vers l'égalité des sexes, l'éradication de la pauvreté et une croissance économique inclusive. Nous savons ce que représentent les femmes Nana Benz
C'est ces femmes-là qui ont soutenu l'économie de ce pays. Elles représentent toujours un socle important pour l'économie de notre pays. Les femmes ont vraiment exprimé tout ce qu'elles ressentent, les difficultés qu'elles rencontrent dans leur quotidien, notamment la concurrence déloyale. Elles ont parlé de la nécessité de restructurer le circuit de distribution pour que chacun puisse vraiment rester dans son rôle, que les grossistes restent dans leur rôle de grossistes, que les semi-grossistes restent dans leur rôle de semi-grossistes et les détaillants dans leur rôle de détaillants. Il ne faut pas que le grossiste soit à la fois détaillant. Ça perturbe le circuit de distribution du marché. De nombreux engagements nationaux appuient l'autonomisation économique des femmes. Le ministère du Commerce les a réitérés lors d'une rencontre avec les commerçants et commerçantes des 46 marchés du Grand Lomé. Les efforts que le gouvernement fait dans la construction des marchés. Il y a également en matière d'infrastructures, les magasins qui sont construits dans les différents marchés. Il y a des actions concrètes que le ministère fait, notamment les renforcements de capacités, les petites formations. Et dans le cadre de la charte des petites et moyennes entreprises, le climat de paix qui est vraiment entretenu par le leadership de son Excellence, Fort Sozina Nyasimbe, qui permet à chacun de se lever le matin, d'aller vaquer à ses occupations et de revenir en paix. L'objectif est de leur assurer des revenus plus élevés, un accès facile aux ressources ainsi qu'une sécurité accrue. Intéressons-nous maintenant aux PME. Malgré leur poids dans l'économie locale et leur rôle moteur en termes de développement économique, les PME ont un accès très limité au marché de financement et parfois elles ne répondent pas aux critères établis par les banques et sont obligées de respecter des conditions afin de mobiliser des ressources optimales pour le financement de leurs activités. Clarisse Aticlet nous en dit davantage. L'une des questions très importantes dans la vie d'une entreprise est celle du financement. Les dirigeants y sont très souvent confrontés et pour cause, ne disposant pas de techniques appropriées pour pouvoir mobiliser les ressources auprès des institutions bancaires au profit de leur structure. Les entreprises ou les PME doivent disposer de prérequis qui puissent favoriser leur accès facile au financement. Il faut déjà un comportement bancaire exemplaire. C'est-à-dire, quand je dis comportement bancaire exemplaire, aujourd'hui, on a des entreprises qui déclarent des chiffres d'affaires sur leurs états financiers, mais quand on prend les relevés de compte de la banque, on ne retrouve pas les traces de ce chiffre d'affaires. Quand c'est comme ça, de facto, les entreprises s'excluent en fait des schémas bancaires. Donc, aujourd'hui, peut lever des fonds ou a droit au crédit quelqu'un qui entretient déjà une relation avec une banque. Quand vous arrivez et que vous avez un historique qui est vierge avec une banque, vous êtes obligé d'attendre, de faire fonctionner votre compte et avoir ce qu'on appelle un historique avec la banque avant de pouvoir prétendre à lever des financements. Les crédits sont octroyés par les institutions bancaires conformément aux besoins de l'entreprise. Par exemple, pour un besoin d'exploitation, l'entrepreneur ne doit pas solliciter un crédit à long terme. Il doit donc disposer de techniques appropriées en la matière et qui prennent en compte les éléments constitutifs d'un dossier de demande de crédit. Quand on parle de technique, c'est plus un savoir-faire, c'est plus comment présenter un dossier. Ce qu'il faudrait mettre dans un dossier de demande de financement. Il faut notamment le fameux plan d'affaires dont on parle tout le temps. Il faut la lettre de demande de financement où on explique combien on souhaite avoir, ce qu'on va faire avec et sur quelle durée on souhaite rembourser et qu'est-ce qu'on propose en garantie. Ne pas venir voir son banquier que lorsqu'on a besoin d'un crédit, mais c'est de venir le voir régulièrement, lui transmettre ses états financiers et en discuter et surtout faire fonctionner son compte de façon normale. C'est-à-dire dès qu'il y a des mouvements, dès qu'il y a des opérations de vente, que ça passe par le compte bancaire. C'est très important. C'est l'une des erreurs que font souvent les entrepreneurs parce que des fois, ils sont payés en espèces. Même si c'est le cas, il faudrait le déposer sur le compte bancaire avant de le ressortir s'il faut. Avant toutes ces étapes, l'entreprise doit être bien structurée et disposer d'un plan clair de mobilisation des ressources. L'entrepreneur doit également identifier les bailleurs susceptibles de l'accompagner sur le long terme et de manière durable. Suivons à présent les devises de ce mardi 26 mars 2024. Nous commençons avec l'euro qui reste inchangé, 655,95 à l'achat
comme à la vente. Le dollar américain s'établit à 601,25 à l'achat et 608,25 à la vente. La livre sterline est de 761,75 à l'achat et 768,75 à la vente. Quant au franc suisse, il est de 668,75 à l'achat et 674,75 à la vente. Le dollar canadien, 441,75 à l'achat et 448,75 à la vente. Le yuan chinois, 4,23 à l'achat et 4,75 à la vente. Passons maintenant à la revue de la presse économique et c'est avec Carmen Madi Akapo. De la CEDEAO prévue pour se tenir les 4 et 5 avril prochains à Lomé a principalement fait la une des journaux. Sur la question Ecofinance écrit « Premier forum d'investissement de la CEDEAO, des leaders africains et internationaux de la finance à Lomé du 4 au 5 avril prochain ». Le journal précise que cet événement constitue une plateforme unique pour discuter des questions cruciales telles que la sécurité alimentaire, le développement des infrastructures, le changement climatique et la création d'emplois. Il représente une occasion sans précédent de catalyser les investissements et de renforcer la coopération régionale pour un avenir économique plus prometteur en Afrique de l'Ouest. L'économiste du Togo, lui, est plutôt revenu sur la transparence dans les finances publiques. On peut donc lire dans la manchette du quotidien « Togo, transparence dans les finances publiques. Le budget citoyen 2024 disponible ». Le journal mentionne que le budget citoyen est un outil de transparence budgétaire et de participation citoyenne. Il prend une place prépondérante au Togo. Mis en place depuis 2020, ce dispositif vise à rendre accessible et compréhensible l'information budgétaire aux citoyens conformément à la loi de transparence des finances publiques. Selon les explications du ministre de l'Économie et des Finances, Sani Yaya, le budget de l'État est un instrument crucial pour la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de développement économique et social. Toutefois, son contenu technique reste souvent incompris par une partie de la population. Pour remédier à cela, le gouvernement togolais s'est engagé à rendre l'information budgétaire accessible à travers la publication du budget citoyen. Les journaux ont également parlé de l'intégration régionale. Ainsi, on peut lire dans les colonnes de Ecofinance « Intégration régionale et développement économique », Sani Yaya reçoit Abdoulaye Diop de l'UEMOA. Le quotidien souligne que le 22 mars dernier, au CASEF à Lomé, le ministre togolais de l'économie et des finances, Sani Yaya, a accueilli le président de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, Abdoulaye Diop, pour une séance de travail axée sur les questions d'intégration de la région. L'année 2023 a été assez bonne pour l'économie communautaire. Le taux de croissance est estimé à 5,7%, un taux qui montre la résilience des pays de l'UEMOA face aux multiples crises qui ont secoué la région ouest africaine. Découvrons en détail quelques éléments de cette croissance dans ce sujet de Marie-Ange Bida. L'année 2023 se révèle être une année de croissance économique malgré les crises régionales et internationales. L'UEMOA ne pouvait pas en espérer mieux. Les résultats se ressentent aussi bien au niveau du taux de croissance, du taux d'endettement que du déficit budgétaire. Le taux d'inflation annuel moyen de l'Union en 2023 est ressorti à 3,7% contre 7,4% en 2022. Au niveau des finances publiques de l'Union, le déficit budgétaire global a représenté 5,3% du PIB contre 6,7% en 2022 en raison de la hausse des recettes publiques plus importante que celle des dépenses. Le taux d'endettement au niveau de l'Union s'est établi à 59,5% en 2023 contre 57,6% en 2022, soit une progression de 1,9 point de pourcentage. Concernant les échanges extérieurs de l'Union,
le solde global de la balance des paiements a enregistré une amélioration en lien avec l'atténuation du déficit du compte courant, modéré par le repli des entrées de capitaux au titre du compte financier, pour ressortir à moins 2,5% du PIB contre moins 3% en 2022. Les réserves de change ont couvert 3,5 mois d'importation de biens et services en 2023. C'est dans ce contexte économique que les organes de l'UEMOA ont conduit les chantiers communautaires en 2023 conformément à leur mandat et aux orientations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. En dépit des crises multiformes, l'activité économique au sein de l'Union s'est maintenue sur une dynamique de croissance. Pour l'année 2024, l'économie de l'Union est sur les rails. Reste à chaque État de faire le suivi des politiques sectorielles nationales pour maintenir cette dynamique de croissance. Et nous poursuivons avec ce communiqué du comité de coordination pour les filières café et cacao. Le vice-président du comité de coordination pour les filières café et cacao communique les prix indicatifs aux producteurs pour la période du 16 au 31 mars 2024 sont déterminés sur la base des cours mondiaux comme suit. Café Saint Robusta, 1345 francs le kilo. Cacao qualité supérieure, 3635 francs le kilo. Notez bien, ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de mai 2024 pour le café et le cacao. Signé le vice-président Konlani K.Diendiog. Et nous clôturons ce journal avec le mot de cette semaine. Il s'agit de la différence entre micro et macro, et c'est avec notre expert. La microéconomie, d'une manière terre à terre, c'est cette branche-là de l'économie qui permet d'étudier le comportement individuel des agents économiques et leur interaction sur les marchés. La macroéconomie, c'est cette branche-là de la science économique qui étudie l'économie dans sa globalité en mettant l'accent sur les agrégats et les différentes relations qui existent entre ces agrégats-là. Et le fait de capter ces agrégats-là permet au gouvernement de pouvoir définir des politiques macroéconomiques. Ainsi se referme ce journal consacré à l'actualité économique. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir chez vous. À la prochaine.